Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer. Donc, ce soir, nous avons invité dans le cadre des conférences HMONP Adrien Cuny de l'agence ACTM. Cette conférence fait partie d'un cycle. Je l'ai déjà dit, je le redis. Il y aura donc une prochaine conférence dans un mois avec Recita, nos voisins du Massif central, qui viendra intervenir, et une conférence de conclusion avec Bernard Quirault, là, qui confirme bien, qu'il viendra donc personnellement aussi en termes de cette formation. Pour ce soir, j'avais proposé à ce qu'un petit groupe d'étudiants et d'étudiantes, ou postulants, postulantes, les termes ne sont pas terribles, chez MONP, puisse faire une introduction rapide, voilà, puisse aussi faciliter ou préparer quelques questions pour la suite de la soirée. Je vais vous laisser tout simplement, si vous voulez venir, la parole. Et Adrien, je te laisserai aussi continuer de présenter. Alors, avec un titre bien mystérieux qui vient de s'effacer, là, sur faire bien ce que le temps fait mal. Donc, j'ai hâte de savoir ce qu'il y a derrière cette affirmation. Voilà. Merci beaucoup, Adrien, d'être venu. On s'est eu brièvement au téléphone la dernière fois. Et effectivement, je vous avais un petit peu introduit la semaine de HMO sur le thème de la responsabilité et de l'entrepreneuriat. Et je vous avais déjà mis sur la piste avec une première question qui était quels moyens vous vous donnez pour garder le cap de la qualité architecturale dans vos projets, autant financièrement qu'architecturalement, avec notamment toutes les normes qui sont propres à notre métier, les nombreuses réglementations. Et donc voilà, donc merci d'être là. Voilà, c'est une première. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. Cette invitation, elle m'honore. Et puis quand j'entends que derrière moi, il va y avoir Recita et Bernard Quirault, c'est très impressionnant de faire une conférence avant ces confrères si talentueux. Du coup, faire bien ce que le temps fait mal. Eh bien, en fait, on en reparlera à la fin de la conférence. C'est pour que vous restiez jusqu'au bout. Voilà. Je vous expliquerai quelle est cette thématique. Mais c'est une thématique qui m'habite depuis très longtemps, depuis mes études, en fait, tout simplement. Donc, pour aller très vite, qui je suis, donc Adrien Cuny. Mes études, ça commence ici. Ça, c'est l'ancienne école de Belleville. C'était une ancienne fabrique de mécano à Paris, dans le 19e, rue Rebeval. J'ai fait quasiment toutes mes études ici. Malgré tout, à la fin quand j'ai passé mon PFE en 2007, je suis allé ici, à Marne-la-Vallée, faire le DSA d'urbanisme avec Yves Lyon. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'entre-temps, je suis allé ici pendant 1 an à Venise. Et puis en fait, je vous parle de Venise parce que c'est ici qu'a commencé à naître cette thématique, c'est-à-dire de comment faire bien ce que le temps fait mal. Voilà. Mais on y reviendra, faut que vous restiez jusqu'au bout pour avoir le fin mot. Rapidement, ce soir, j'ai décidé, donc aussi avant toute chose, donc je me présente à Adrien Cuny, je vais vous parler de notre travail. Ce travail, c'est pas le mien, Adrien Cuny, c'est celui de l'atelier ACTM, c'est-à-dire de Thomas Mouillon, avec qui j'ai créé l'atelier en 2017. Et puis en ce moment, depuis 2 ans et demi, il y a Léonore Dor qui est avec nous, et puis Lucas Viricel. Voilà. Donc j'ai choisi de vous raconter un peu 4 projets. Et je vous expliquerai aussi à la fin pourquoi j'ai choisi ces 4-là. Voilà. Le premier projet, c'est aux Échelles. Les Échelles, c'est un petit village entre Grenoble et Chambéry, au milieu de la Chartreuse. Voilà. Il y a un appel d'offres en 2017. Nous, en 2017, ça fait 6 mois qu'on a monté le bureau. Et on est assez naïf et innocent. On répond à peu près tous les appels d'offres, quoi. Et là, on en gagne un. Bon. Voilà, la réhabilitation d'une caserne de pompiers dans un village. Donc, une caserne de pompiers qui regroupe 44 volontaires
Et donc ça fonctionne un peu comme une association, hein, les volontaires, les pompiers volontaires. Et ils occupent depuis à peu près tout le temps une vieille ferme qui est à moitié désaffectée, où il y a un séchoir en partie haute qui est laissé à l'abandon. Et ils l'habitent un peu assez maladroitement avec des poteaux au milieu de leur pièce. Bon, rien n'est très qualitatif, mais à la fois on sent que c'est un lieu où il y a beaucoup de vie, où tous les soirs il y a des pompiers volontaires qui attendent qu'on les appelle pour éteindre un incendie, mais il n'y a jamais d'incendie. C'est que des chats coincés dans les arbres dans ces régions, mais bon, voilà. Ceci étant dit, ils sont très importants quand même. Et voilà, le bâtiment, il est très très vétuste. Mais au premier coup d'œil, on voit des choses qui nous intéressent. C'est-à-dire que d'abord, il y a des anciennes fenêtres qui ont été bouchées. Ce séchoir en partie haute, il a un volume incroyable. Il y a un avant-toit. La toiture a été refaite peu de temps avant. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué, c'est que sur ce type de bâtiment, parfois les travaux ils sont faits complètement en désordre. On ne sait pas pourquoi, et un jour, ils ont décidé de refaire la toiture sans refaire ce qu'il y avait en dessous. Mais à la limite, c'est mieux ça que l'inverse. Donc, voilà. Un programme, voilà, un relevé. Nous, on part là-dedans, tête baissée. Et puis, les pompiers, quand même, nous disent mais on va vous envoyer ce qu'on a imaginé. Alors, nous, on dit non, non. On va imaginer, et puis après, on confrontera, quoi. Avant toute chose, bien sûr, on fait un diagnostic très, très important. On essaye de comprendre, je veux dire, qu'est-ce qui va être confortable ou qu'est-ce qui est confortable, comment ce bâtiment il a été conçu, il y a 50 ans peut-être, voilà. Et comment est-ce qu'on s'en sert aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est notre premier projet, hein. Au début, on travaille avec des outils très très simples, mais une analyse comme ça, avec des thématiques. Voilà. Un relevé, parce que tout d'un coup, le relevé de géomètre, il ne nous raconte pas suffisamment le bâti, très imprécis. On relève tout. Excusez-moi, ça, c'est pas le relevé, voyons. C'est un premier projet, c'est notre première, c'est l'esquisse. Donc, on présente ça aux pompiers, voilà, tout simplement. Et là, en fait, les pompiers nous disent « Ouh là là, c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Mais en fait, on va jamais vous montrer ce qu'on avait imaginé parce que c'était beaucoup moins bien. » En fait, les pompiers, ils avaient peur d'habiter cette espèce de grand volume. Ils n'osaient pas y toucher, ils trouvaient ça beaucoup trop compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait des grands trous à boucher et tout. Bref, nous, à un moment donné, l'espace, une fois qu'on l'a analysé, une fois qu'on a tiré ses qualités intrinsèques, ses qualités naturelles, on sait que ce grand volume, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça avec ça qu'il faut travailler. Et puis après, on rentre en essayant de trouver des pièces qui ont des formes qui sont habitables. Tout d'un coup, redonner une entrée, très important. Il n'y avait pas d'entrée dans ce bâtiment. Essayer de faire que toutes les pièces aient des formes géométriques normales. Voilà. Pas de triangle, pas de... Bon, comme on peut voir parfois. Et voilà, on arrive à un plan qui est très simple, qui évoluera très très peu au fil du projet. Voilà. Assez vite, on leur explique qu'est-ce qu'on va devoir conserver, qu'est-ce qu'on va devoir démolir. Hein. Et on voit qu'on démolit très peu de choses en fait. On réouvre les fenêtres qu'ils avaient fermées, on fait une trémie d'escalier, on en rebouche une autre, et puis voilà, tout le reste on le garde en fait. Bien sûr, on passe à la phase suivante. Enfin, on fait un APD, dépôt de permis, on arrive au pro. On essaye de détailler au maximum tout ce qu'on va faire. Voilà. Hop. Et découpe, tout est très détaillé. Tout d'un coup, ce grand volume que eux, d'abord, ils avaient imaginé ne pas habiter. Ensuite, ils avaient imaginé, au début de notre projet, quand on leur présente, qu'il serait plafonné à 2,50 m, quoi. Jamais ils ont imaginé qu'on pourrait garder ce grand volume. Et hop là, ces avant-toits, on les garde, on précise tout. Tout simplement, eux, ils pensaient qu'on allait aussi murer ces grandes ouvertures, qu'on allait les refermer, mais en fait, non. On fait juste faire des grandes fenêtres en bois, aucune complexité. Et puis voilà, après, on ramène des éléments un peu drôles. Tout d'un coup, les pompiers, ils ont besoin de s'entraîner énormément. On leur propose, plutôt que d'avoir un agrès ou quelque chose dans leur cours de service pour s'entraîner, de tout simplement leur faire un petit balcon
comme une petite coquetterie là-dedans. Donc, tout d'un coup, comment est-ce qu'on accroche un balcon? On leur a aussi un peu expliqué que ce balcon, s'il était plus profond que large, ce serait plus simple, ce qui était assez faux, mais bon, c'était plus. En tout cas, c'était mieux pour faire des exercices. Et donc voilà, on leur conçoit un petit balcon qui a un parquet qui s'ouvre, tout simplement, enfin des caillebotis voilà, sur vérin. Et l'ensemble, voilà, détaille tout, très important. En fait, nous, on pense, je vous le redirai peut-être, que bien sûr, le chantier, c'est à l'architecte de le faire, mais que de le suivre. Mais d'un point de vue théorique, il devrait presque pouvoir se faire sans l'architecte. Voilà. Tout du moins, c'est comme ça qu'il faut l'aborder. C'est aussi parce que, on le verra, le projet, pour tenir ce qu'on a envie tout au long d'un projet qui est assez long, il faut qu'il soit énoncé clairement, comme on dit, et du coup dessiné clairement. Donc pour garder toutes ces choses, on considère que c'est très très important de les détailler assez tôt, enfin, dès le pro, DCE, de rentrer très très loin dans le détail, même si derrière les entreprises produiront des documents d'exécution, que tout ça va encore bouger peut-être, mais au moins on sait ce qu'il va falloir qu'on conserve. Voilà. Une fenêtre, il y en a dans tous les bâtiments, c'est très simple, mais on a besoin d'écrire comment est-ce qu'elle va s'ouvrir, dans quelle matière elle va être, voilà, où elle se trouve. Et on commence le chantier. Donc ça, c'est le bâtiment avant le chantier. Hop là, pendant le chantier, tout d'un coup, on ouvre les fenêtres, on les pose. Malgré tout, pour les pompiers qui restent sur place, donc c'est un chantier en 2 tranches. Il y a d'abord la partie principale. Les pompiers se serrent dans le tout petit ou de l'autre côté. Et puis hop, après on rebascule. Ils n'imaginaient pas qu'on les amènerait vers là. Pourtant, on a respecté tout le budget. Hein. Je veux dire, on n'est pas allé au-delà de ce qu'on nous demandait. Mais tout d'un coup, on démonte un peu leur caserne. Ça les inquiète beaucoup. Mais voilà, le balcon, il apparaît. Bon, en Chartreuse, il fait super froid. Le chantier sous la neige. Et puis, petit à petit, le bâtiment, il devient presque naturel à un moment donné. Et puis, à la fin, entre ici et là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, ça, on ne se dit pas que c'est tout neuf. C'est comme si c'était à sa place depuis longtemps. Voilà. Donc, petit chantier. C'est notre premier bâtiment livré en septembre 2019, tout à fait. Et tout est très simple finalement, mais tout est assez logique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'a rien muré, on n'a fait qu'ouvrir, on inonde de lumière. Voilà, il y a 2, 3. Alors bon, on n'échappe pas dans certains locaux au fond plafond 60-60 qui un peu aplatit tous les espaces, mais on aligne les portes. On a une petite intention. À côté des portes, il y a des châssis vitrés. Voilà, les casiers, tout d'un coup, tout ça, c'est un peu plus digne que ce que c'était avant. Et ils ont un foyer, tout d'un coup, cette pièce qui n'était pas habitée est révélée, quoi. Voilà, des petites intentions, une salle de sport. Tout d'un coup, ces grandes baies vitrées, avec cet avant-toit, ça crée une lumière qui est filtrée, qui n'est pas directe. Bon. Et ensuite occupé, une tourterelle qui n'a pas bougé du chantier. Voilà, petite anecdote. En fait, les anecdotes, on en a sur chaque projet. Et c'est assez important à la fin, parce que c'est ça qui fait qu'on s'attache au projet avec le temps. Voilà. Autre projet, donc, qui démarre celui-ci en 2019, c'est-à-dire qu'on finit les échelles, on commence Bourgneuf. Bourgneuf, c'est un appel d'offres pour une salle polyvalente au début. Et avec une visite, appel d'offres en 2 tours. Nous, on se dit, oui, salle polyvalente, donc c'est un moment où on est en train de faire notre projet d'atelier d'artiste, et dont je parlerai à la fin. Et puis on se dit, enfin bon, on avait tendance, atelier d'artiste, c'est un peu une salle polyvalente, quoi. Donc à s'en servir un peu comme ça de référence à chaque candidature. Et je vais à la visite.
Et en fait, salle polyvalente, c'était pas du tout une salle polyvalente, c'était un gymnase. Et on n'avait jamais fait de gymnase. Mais bon, j'avais fait la visite. Bref, on avait monté l'équipe. On se dit, ben, on va quand même la faire, cette candidature. Et on est sélectionné au premier tour et on fait une note de motivation. On était super motivés. Voilà. Donc, on gagne la candidature. Mais avec du recul, c'est marrant parce que c'est toujours une question. C'est que quand on voit ces bâtiments, je ne sais pas ce qui nous motive. Parce que objectivement, il n'y a rien d'incroyable là-dedans, quoi. Enfin, voir, c'est pas. Enfin, il n'y a rien du tout d'excitant. Pourtant, pour de vrai, on était motivés. Alors qu'effectivement, il y a plein de problèmes. Il y a une cuisine qui a ni queue ni tête, des douches comme ça, collectives, des faux plafonds bizarres, des luminaires datés, et puis des vrais problèmes d'humidité un peu partout qu'on ne sait pas non plus très bien comment est-ce qu'on va résoudre tout ça. Mais il y a un espace à un moment donné ça nous impressionne un peu finalement de se dire que là, on a la possibilité de répondre à un appel d'offres où il ne va pas y avoir trop de monde parce que c'est un peu loin de Grenoble, un peu loin de Chambéry, et puis il y a une visite obligatoire en première phase, donc ça fait un peu le tri, quoi. Et donc on y croit et tout d'un coup on a envie, quoi. Donc le bâtiment il est très simple, donc on gagne cet appel d'offres au deuxième tour. Et en gros, ce bâtiment, il est très simple. Il y a une grande salle, des vestiaires qui sont distribués par la grande salle. Là en haut, c'est du stockage. Et enfin, il y a eu deux extensions, c'est-à-dire ici du stockage, et puis là, une sorte d'extension qu'ils ont fait ensuite où il y avait un réfectoire. Voilà. Et il y a une mezzanine qui est construite au-dessus des vestiaires. Donc, plan très simple. Au même moment, assez drôle, quand on est en train de faire le diagnostic, on tombe sur un même programme, construction d'une salle polyvalente, à Pont de l'Isère, donc limite Drôme-Rhône, Isère, voilà. Et regardez, hop, c'est la même quasiment. Ah, et on se rend compte qu'en fait, ces bâtiments, quasiment les mêmes, il y en a, mais dans tous les bleds de France, quoi. Et c'est un truc, on va y revenir, qui nous intéresse aussi. Voilà, ça. Donc nous, on se retrouve là avec notre salle vraiment qui est toute décrépite, qui n'a aucun intérêt. Et on va faire diag-esquisse, toujours la même méthode. Comment est-ce qu'on travaille? C'est d'abord, on identifie parfaitement le contexte. Donc ça, c'est le diag. Et l'esquisse, c'est-à-dire que sur ces appels d'offres, où on part de l'existant, il va falloir qu'on cale le programme avec le maître d'ouvrage et avec le résultat de notre diagnostic en fonction du budget du maître d'ouvrage. Là, c'était assez drôle parce que le budget du maître d'ouvrage, je ne sais plus combien c'était précisément, mais il était surévalué par rapport à son programme qui n'avait aucune ambition. Son programme, il tenait en quelques pages et ça consistait à, en gros, faire un coup de peinture, désamianter un peu l'amiante et puis résoudre notre problème d'humidité. Et voilà. Et puis il y a une fuite là, une fuite là. Et nous, on fait une première esquisse où on leur dit voilà, ben, on refait tout à peu près comme c'est aujourd'hui, on ne change pas grand-chose. Hop là, à l'étage, on raménage un peu autrement pour avoir une zone publique, la box et puis une partie dojo. Et puis, en fait, on va s'en sortir. Ça se trouve, on sera même moins cher que ce que vous voulez. Deuxième hypothèse, vous voyez, on garde à peu près le même schéma, c'est juste qu'on aménage une circulation ici, de façon à ce que les vestiaires ne soient plus distribués par la salle Omnisport. Voilà, et c'est à peu près tout ce qu'on fait. Et on est un peu plus cher, hop là. Troisième hypothèse, donc même principe de circulation, mais là, votre local là qui est vraiment pourri. Ça, c'était un tas de parpaings qui avait été ajouté après avec fait maison, quoi, par sans doute les services techniques de l'époque. Et on vous le refait. Voilà, parce que vraiment, ça, c'est terrible. Et, mais sans changer grand-chose. Et puis, il y a une autre hypothèse. Voilà,
celle-ci très différente. Tout d'un coup, on vous crée une vraie circulation, on dégage tout, et puis on vous fait une vraie extension. Et ça, on est un peu plus cher que ce que vous voulez, que votre budget. Mais par contre, vous avez un vrai... Enfin, tout d'un coup, vous faites vraiment quelque chose, quoi. Et là, on ne sait pas pourquoi, mais en 3 minutes, c'est décidé. Bim, on part là-dessus, quoi. Et donc, quand même, enfin, ils nous redemandent de reprendre une 5e hypothèse, mais bref, qui revient quasiment au même. Voilà. Et du coup, notre projet, tout d'un coup, qui était plus si intéressant, qui n'intéressait pas grand monde, et ben, on a vraiment un budget pour la refaire bien la salle et faire une extension. Voilà. Donc, on commence. APS, alors méthodologie qui est arrivée au fur et à mesure de ces opérations de réhabilitation. On distingue l'existant du projeté. Donc, le projeté est en bleu, le projet, et l'existant conservé est en noir, surtout nos dessins. Voilà. Et on développe le projet. Vous voyez, le projet, il commence à différer un peu de l'esquisse qu'on avait fait, c'est-à-dire qu'en fait, le dojo, il passe à l'étage, les formes, le programme varie un peu. Bon, c'est l'aventure d'un projet, tout simplement. Hein. Et première image, quoi. Donc, malgré tout, le budget avait un peu augmenté, mais bon, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis, il y avait une question qui nous taraudait, c'était cet enduit un peu, ce crépi jaune passé, qu'est-ce qu'on allait en faire? On n'allait pas mettre du bardage dessus, et puis on n'allait pas remettre un crépi un peu similaire, quoi. Du coup, nous, on s'était dit que sur toute la partie existante, le crépi, on allait le sabler pour révéler le béton. Sauf que pendant le diag, on avait remarqué qu'on avait une structure béton qui était bien lisible, mais les creux, là, c'était du parpaing. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? En fait, on va le réinduire, mais avec une couleur très différente que ces couleurs qu'on voit un peu, et très contrastée avec le gris du béton qu'on va révéler. Et donc, on se décide à les peindre en noir. Et l'extension, tout simplement, on la conçoit comment? On essaye de conserver le même vocabulaire de l'existant. Du coup, on rajoute juste une trame. Hein, si vous voulez, je vais vous remontrer en plan. Voilà. On reprend une trame, hop, on la rajoute. Et par contre, elle est un peu plus grande, notre extension. Donc bref, il y a un effet de décroché. Mais on arrive à dessiner ce bâtiment où on essaye malgré tout d'intégrer notre extension à l'existant. Tout d'un coup, comme toujours, on rentre dans le détail. Nos plans, ils deviennent très très détaillés. Tout est très poussé. Et un carnet de détails très fourni. Voilà. Et là, on a une stratégie. On sent bien que donc, la maîtrise d'ouvrage, c'est une com-com. C'est assez compliqué les com-com parce que, si vous voulez, vous avez... c'est pas vous avez un maire et des élus, quoi. Vous avez 20 maires qui prennent des décisions, qui sont pas d'accord, qui s'aiment pas trop, qui ça, bref. Tout d'un coup, cette phase où on doit prendre des décisions, on doit montrer, on se dit, il faut l'aborder, quoi. Et en fait, il faut se faire comprendre avec le dessin. Et là, on s'est mis à développer un nouvel outil assez rapide. C'est que plutôt que de multiplier les images comme celle-ci, qui sont très lourdes et très complexes à faire, on va procéder, on va leur faire des dessins, on va leur faire faire des choix avec des dessins, tout simplement. Ou en tout cas, on va leur faire valider des choix qu'on a faits avec des dessins qui sont beaucoup plus rapides à faire. Et voilà, du coup, tout notre projet, on fait une sorte de BD, on illustre tout, la séquence d'entrée, comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on prend un café dans le foyer, tout d'un coup, comment est-ce que ça se présente, comment est-ce qu'on monte à l'étage, comment est-ce qu'on va changer, voilà, les toilettes, le vestiaire, qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport dans cette salle, voyez-vous. Et en fait, ces dessins qui sont gentils, tout d'un coup, ils nous aident beaucoup à faire accepter des choses qui sont moins évidentes. C'est-à-dire qu'on va faire sauter tous les enduits, sabler les bétons. Et c'est assez drôle parce que les élus, ils ont retenu tous ces dessins, mais ils n'ont pas vu ça.
Ce qui a posteriori posera un peu deux, trois questions, deux, trois soucis, quoi. Et ils avaient retenu ça, voilà. Mais ce qui nous a permis d'avancer avec notre idée d'avoir ce béton. Donc on développe tout le projet comme ça. La salle, elle prend forme. Et où, bim, le Covid. Tout ça, ça s'arrête. On dit, bah, désolé. Voilà, c'était bien. Et puis en fait, 6 mois après, on nous dit, ah non, non, mais en fait, faut le faire quand même. Donc le chantier, il démarre un peu sur les chapeaux de roue. Et là, plus qu'impressionnant, plus que les autres chantiers, c'était assez impressionnant parce que tout d'un coup, la réhab, quand même, c'est un truc. On commence par tout casser, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une phase du chantier où clairement, c'était moins bien qu'avant, quoi. Voilà. Je veux dire, là, on se dit, ouais, est-ce qu'on était sûr de nous, quoi. Et avec des petits détails amusants, mais c'est vrai que là, on désosse les façades. Je veux dire, on n'est pas devin. Nous, ça, c'était une porte qu'on créait. Bon, le maçon, il n'a pas vu, il a fait son trou pour la porte, là. Enfin bon, il n'a pas vu qu'il y avait un poteau, qu'il y avait tout qui reposait au-dessus. Bref. Donc, 2-3 adaptations à chantier, des phases de chantier où on se sent très seul. Voilà, là, tout est déposé tout d'un coup. Mais vraiment, c'était un chantier un peu rude, ça. Surtout que ça se passait dans un coin qui s'appelle le Val-Gelon. Et moi, j'ai compris un truc, c'est que, en fait, il s'appelle Gelon, le Val-Gelon, ouais, ce qui fait super froid aussi là-bas. Et puis, à un moment, il y a des trucs qu'on s'est autorisés qui aussi commencent à faire plaisir. Hein. C'est-à-dire que cet escalier qui, malgré tout, je veux dire, n'était pas dans une opération où on n'a pas arrêté de nous dire qu'on était limite, et où c'est vrai qu'on était limite au niveau du budget. Bon, ben, on se paye un escalier quand même, quoi. Voilà. Parce que en fait, on fait une belle mezzanine, on fait une belle salle, donc à un moment donné, monter dignement, c'est bien, voilà, dans l'entrée. Et tout d'un coup, ça convoque des vrais savoir-faire. C'est ça qui est très intéressant, on reviendra là-dessus. C'est-à-dire que là, il y a un maçon qui a coffré, quoi, qui a vraiment fait son job de maçon. C'est-à-dire, il a manipulé des fers, il a tracé, il s'est posé plein de questions que nous ne nous sommes pas posées quand on a tracé sur AutoCAD notre escalier, mais voilà. Le chantier avance, donc toujours un bazar pas possible. Et il fait super froid. Mais voilà, encore une fois, dans le froid, le maçon, il avance, c'est la même chose. Nous, on dessine ce grand pignon. Mais en fait, faire un pignon en maçonnerie comme ça, tout bien régulier, c'est pas simple, quoi. Et puis, à la fin de l'hiver, les petits trucs qu'on avait dessinés qui commencent à apparaître. Donc, on a notre grand pignon, on a ces petits triangles, là, ces petits motifs qu'on a ramenés. Voilà. Et puis voilà, on couvre, il fait de plus en plus beau. Et puis à l'intérieur, on commence à isoler, à poser les panneaux de bois, cet habillage en bois. Tout d'un coup, les croquis du début, on les voit, quoi. C'est marrant parce que comme il fallait tout décider, il fallait soumettre toutes les décisions qu'on prenait avant, eh bien, c'est un chantier sur lequel on a très peu remis en question de couleurs, voilà, on a très peu discuté avec le peintre de tout ça, tout était dessiné, quoi. Vous voyez, il y avait même le petit bout de carrelage rouge, je ne sais pas si vous vous souvenez, on le voyait sur une image, bon, on le retrouve, voilà. Donc nos cloisons courbes qui adoucissent un peu, et puis ouais, ce travail de menuiserie intérieure où tout d'un coup le menuisier il vient habiller tout un pignon sur plus de 12 mètres de haut, voilà. Et on finit le projet, voilà. Donc voilà, ce qu'il y a de marrant, c'est que du coup à la fin, quand même les maires, ils ont dit mais c'est pas fini l'enduit là. Comment ça? C'est pas possible le béton là. Regardez le permis, si c'est possible. Voilà. Et puis à la fin, bon, voilà, une fois qu'ils ont vu qu'ils avaient validé eux-mêmes ça, et ils trouvent ça beau, quoi. Et donc on est quand même, c'est un projet, c'est marrant, vous allez voir, on est assez conforme à l'image qu'on avait au début. Voilà, c'est-à-dire, hop, c'est ça, ils ont validé ça, on a construit ça. Bon, pas si loin. Hop, ils avaient validé ça. Non, on a construit ça. Et en fait, ils avaient validé ça. Ce que je vous dis, on voit tout, quoi. Tout y est, le courbe
la courbe du bar, l'escalier. Voilà, la salle, c'était ça. On leur avait proposé ça. Bon. Voilà, on est là-dedans. Alors, c'est vrai que finalement, on a mis du bois partout. Bon, ils préféraient ça, à la limite. Le dojo, hop. Voilà. On retrouve tout. Jusque-là. Voilà. Donc, en fait, comment est-ce qu'on arrive à tenir tout ça? C'est quand en phase de projet, tout est clairement dessiné. Mais c'est assez dur, hein, quand même. C'est, comment dirais-je, l'exercice de tout décider très tôt, il est très, très chronophage, quoi. Et pour autant, il ne faut pas se priver de revenir sur des décisions. Mais voilà. Troisième projet, centre technique de la Buisse. Donc ça, c'est un projet, l'appel d'offres, il est en 2020. Voilà, c'est toujours la même chose, appel d'offres en 2 tours. Donc, un peu toujours ce truc, quoi. C'est-à-dire, on va visiter, premier tour, il y a visite obligatoire, on va visiter. C'était au mois d'août. J'étais en vacances. Enfin, non, je n'étais pas en vacances. Voilà. Je venais d'avoir mon premier enfant. Et ma femme a accouché 3 jours avant. Je vais à la visite. J'appelle Thomas et je lui dis ouais, j'ai visité un truc, c'est super, quoi. J'envoie les photos à Thomas. Thomas il me dit non mais Adrien, quoi. T'es trop sous. T'as eu un bébé il y a 3 jours, c'est ça le truc. Parce que regarde, c'est un tas de parpaings, quoi. Je dis ouais, mais bon. On répond. Voilà. On répond. Et en fait, pour tout vous raconter, donc, vous voyez, en gros, le local, c'est la mairie qui va acheter ce local-là et qui va en faire son centre technique, sachant qu'aujourd'hui, son centre technique, il est à l'arrière de ce bâtiment-là. Et du coup, ils ont une grosse opération. Le bâtiment-là qu'on voit là est partagé entre les sapeurs-pompiers et le centre technique municipal. Et ils ont une grosse opération. Ils veulent virer ce truc, s'installer eux là-dedans et les pompiers là-dedans. Voilà. Donc c'est à l'entrée du village de la Buisse. Quand vous allez venir, là, les HMO qui vont venir à Grenoble, quand vous allez arriver à Grenoble en train, vous allez voir cette carrière, quoi. On la voit depuis l'autoroute, depuis le train. Donc c'est juste avant Grenoble et c'est à l'entrée de ce village. Et eux, leur idée, c'est de refaire, en faisant leur centre technique, de refaire leur entrée de village un peu. Et du coup, Thomas, il me dit non, mais vraiment, c'est pourri, quoi, ce truc. Je dis ouais, mais on répond et tout. Et en épluchant le dossier de consultation, on voit qu'il y a une faisabilité dedans. Et Thomas, il me dit, non mais en plus, Adrien, il y a une faisabilité qui est bien faite. Hein, je ne sais pas si, voilà, avec, il y avait 3 scénarios, quoi. C'était vraiment très bien fait. Il me dit, à tous les coups, c'est les mecs qui ont fait la faisabilité qui vont prendre. Hein. On ne savait pas qui c'était. Et puis je dis, ouais, mais bon, vas-y, on y va, quoi. Et on fait la faisabilité, on répond, on est sélectionné au second tour. Du coup, là, Thomas, il s'intéresse un peu plus au truc. Et puis, il faut préparer un oral, on va se balader. Et nous, on remarque que dans ce village de la Buisse, il y a des choses qui nous intéressent beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des maisons qui ont des grands auvents, qui ont ces enduits un peu passés, un peu terreux. Et puis ces murs de pierre un peu partout, qui souvent sont surélevés avec des bardages qui, du fait de l'humidité, de la vieillesse, ont beaucoup noirci. Et que, ouais, il y a tout ce village qui a vieilli de la même façon en même temps, il y a quelque chose d'harmonieux finalement. Et donc en fait, on arrive à l'oral et nous, on leur fait un reportage de leur village, quoi, aux élus. Et puis ça se passe très très bien, quoi. Voilà, on leur montre des photos de points de vue qu'on trouve beaux, quoi, tout simplement. Ça se passe très bien, on discute et tout. Et puis à la fin de l'oral, je sais pas quoi, ils nous expliquent qu'en gros ils ont retenu 2 autres équipes et qu'ils envoient une autre demain soir. Et puis voilà. Et nous on leur dit mais votre faisabilité était super bien faite. Qui vous l'avez faite? Et puis là ils nous disent ah bah c'est PNG. Et puis on les voit, enfin on va être
très transparent avec vous, ils sont concurrents, quoi. On les voit demain soir. Nous, on se dit avec Thomas, on sort de là, on dit bah, c'est con, hein, parce que en fait, c'est PNG qui va gagner, c'est sûr, c'est comme nous, mais en meilleur. Voilà. Et en plus, ils ont fait la faisabilité, et puis on va même pas leur en vouloir parce que c'est des copains, quoi. Et du coup, ça nous sort de la tête. 10 jours après, il y a un petit coup de fil, et en fait, c'était nous qui avons gagné. Bon. Donc, on était contents. On repart dans une nouvelle aventure, toujours diagnostic, donc très fouillé, très recherché. On regarde tout, je veux dire, on regarde tous les problèmes, on relève intégralement le bâtiment. Voilà, on va partout. Et on relève dans les 3 dimensions, hein, bien sûr. Voilà, diagnostic structurel, on fait venir les bureaux d'études. C'est des constructions qui sont très sommaires, mais malgré tout, il y a un avantage, c'est que souvent, elles sont solides. Parce qu'à l'époque, ils ne sont pas trop embêtés à calculer, quoi. Et ils ont mis ce qu'il fallait pour que ça tienne. Voilà. Et on leur propose toujours 3 hypothèses, quoi. Donc là, on leur propose une hypothèse à leur budget, une à peine au-dessus de leur budget, et une largement, enfin, vraiment plus grosse. À chaque fois, on essaye de faire réfléchir nos maîtres d'ouvrage sur une notion de ce qui est utile et de ce qui est nécessaire. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui faisons les prix, quoi. C'est le programme qui fait le prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire, plus un programme est conséquent, plus il va coûter cher, quoi. Et du coup, c'est très important, dès qu'il y a le budget qui intervient, de convoquer une réflexion sur ce qui est vraiment nécessaire et ce qui est de l'ordre de l'utile, c'est-à-dire ce dont on peut se passer. Tout est utile, c'est-à-dire tout a un usage et tout sert à tout. Mais pas tout n'est nécessaire. Voilà. Mais ce qui est nécessaire doit être fait. Donc voilà, là on arrive à leur dire qu'en fait, leur programme complet, il n'est pas en adéquation avec leur budget. Leur budget, c'est ça, mais par contre, leur budget, il est un peu faible par rapport à tout ce qu'ils doivent impérativement faire. Et tout ce qui est de l'ordre du nécessaire, c'est ça, sans surplus. Et ils nous disent, ben ok, allez, solution 2 validée, on y va. Du coup, hop, rebelote, APS, APD, tout d'un coup, voilà. En fait, ici, il s'est avéré que ce qui était utile, c'était de chauffer tous les espaces. Ce qui n'était pas utile, enfin, ce qui était nécessaire, c'était d'en chauffer que quelques-uns. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, là, on a une travée dans le projet qui, elle, est chauffée. Voilà. Là, il y a un local existant qui est isolé, mais pas chauffé. Et carrément, une remise, un hangar, où il y a du stock, qui là est ni isolé ni chauffé. Voilà. Et tout d'un coup, on se rend compte que cette dichotomie, elle va nous permettre de faire l'économie du projet. Voilà. Et ensuite, on a une stratégie. C'est que, bon, faut savoir que nous, on a les centres d'entretien routier et les centres techniques, on en connaît, quoi. On commence à en avoir fait un paquet. Et un truc très important, c'est qu'en gros, un centre technique ou un centre d'entretien, c'est un bâtiment et une cour où il va y avoir des matériaux. Et tout l'enjeu, c'est que cette cour, on a beau faire, c'est pas très beau, quoi. C'est-à-dire que vous avez des tas de sable, des tas de sel, des tas d'enrobés, des tas de gravier, et qui s'accumulent. Voilà. L'important, c'est qu'il faut que ce soit ordonné, que les camions puissent circuler. Et puis, nous, on essaye toujours de trouver une stratégie pour ces tas de matériaux, finalement, un peu les cacher, quoi. Surtout que là, on avait un discours qui consistait à refaire leur entrée de ville. Et comment les cacher? Nous, on avait vu ces murs avec plein de... ces murs qui nous avaient beaucoup plu, avec des cailloux dedans. Donc, on allait ramasser des cailloux en chartreuse juste au-dessus. Et on est allé faire des petites expériences où on a coulé 3 morceaux de béton, quoi, à chaque fois qu'on a traité différemment pour faire ressortir ces cailloux. Et voilà, de là, on a toute une réflexion et on arrive à leur proposer cette idée de mur qui va protéger. L'autre grand principe, c'est de dire les pieds de bâtiment, les sorties de camions, tout ça, il
faut que ce soit protégé, les façades. Donc aujourd'hui, le bâtiment, on va garder son profil, mais par contre, on va juste prolonger les toitures. Et pour pouvoir exploiter la partie, les combles, on va venir créer deux chiens ainsi qui vont nous permettre de ramener de la lumière dans ces combles. Voilà. Et du coup, le projet il prend forme. Donc, c'est-à-dire, là, il y a le bâtiment initial en parpaing. Là, il y a l'extension. On fait ce mur. Donc, ce mur en béton avec des pierres encastrées dedans. Et on retrouve le bardage foncé qui nous avait plu. Et puis, une grande couverture avec ces deux prises de lumière de part et d'autre qui dessinent le projet. Voilà, c'est ces 4 éléments qui dessinent le projet. Et en fait, c'est juste 4 éléments qui sont nécessaires, qui sont indispensables. Voilà. Et puis, il n'y a rien d'autre. Donc, tout d'un coup, quand on a ce discours, quand on tient le budget, les élus, ils adhèrent. Et donc, toujours la même technique de dessin. En noir, l'existant, en bleu, le projet. C'est marrant parce que, franchement, bon, les dessins ils ressortent en bleu, hein, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont gardées. Voilà, tout d'un coup, on dessine un escalier. Hop, cette manie de tout détailler, même des choses qui sont évidentes, hein, mais c'est pas grave. Et c'est la même chose. Tout d'un coup, on vient avec le tractopelle tout près du bâtiment existant. Donc malgré tout, on ne connaît pas grand-chose. Hein, on n'est pas sûr que ce n'est pas parce qu'on fait un trou à côté qu'il ne va pas s'effondrer. Et tout se passe bien. Et voilà, il y a nos cailloux qui commencent à apparaître. Donc voilà, en fait, si vous voulez, cette technique, elle est facile, mais d'elle-même, elle introduit un circuit circulaire. Parce que ces cailloux, nous, on n'avait rien précisé au CCTP, mais en fait, logiquement, ils viennent d'un chantier de démolition du maçon. Qui, voilà, il nous dit moi j'ai un tas de cailloux là, ça vous va, on allait les voir, ça allait quoi. Voilà. On intervient dans le bâtiment existant, voilà, et en parallèle de ça, les murs ils montent. Donc ici, on est sur une technique où, en fait, pour faire ce mur, on coule des voiles de 60 cm de haut, dans lequel le maçon, au fur et à mesure du coulage, vient mettre les pierres. Voilà. On répare et puis on modifie. Un coup, on reprend la toiture, on crée ces 2 grands chiens ainsi. Et les 2 grands chiens ainsi du projet, voilà, on les retrouve comme ça. On cadre les vues. Et puis à un moment donné, voilà, ce qui nous plaît beaucoup sur ces chantiers, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait ce métier? C'est parce qu'on convoque tout un tas de savoir-faire qu'on ne maîtrise pas bien. Mais voilà, là, il y a des charpentiers qui tout d'un coup manipulent du bois, une matière, et tout est fait sur mesure. Et c'est quelque chose, nous, ça nous impressionne et ça nous motive énormément. Voilà. Le zinc, on n'avait jamais fait de ça. Quoi. Vous savez qu'on déroule une feuille de zinc qu'on vient plier au fur et à mesure, on vient faire le joint debout. C'est incroyable. Donc là, vous avez la bobine de zinc en bas, puis il la déroule en haut. Un serrurier qui fabrique l'escalier. Hop, l'escalier une fois fini. Et puis, toujours cette intention de cadrer les vues. C'est juste que c'est plus confortable. Voilà. Une petite terrasse pour les personnels du centre technique. Et on retrouve nos idées du début. Voilà, simplement. Donc, vous voyez, le mur en pierre avec le bardage sombre, on le retrouve ici. Ce qu'on expliquait, là, les grandes portées, le grand portique ici, on le retrouve là. Et notre projet, les images qu'on avait faites, on les retrouve une fois de plus assez fidèlement. Voilà. Et par contre, allez, vous avez livré 2 jours après, c'est fini les photos, quoi. Voilà. Alors, dernier projet dont on va parler ce soir. Donc Cergy, à côté de Genève. Donc ça, c'est un projet, je pense que vous en avez beaucoup. Enfin, il a pas mal été publié, celui-ci.
c'est un projet à la suite duquel on a obtenu l'écart d'argent, le prix de la première œuvre. Et en fait, celui-ci, il est très intéressant parce que c'est un projet dans le sens de ce que j'ai appris à l'école, c'est-à-dire un peu global. C'est-à-dire que c'est un projet où, à un moment donné, on a fixé des ambitions un peu folles, complètement inatteignables, et finalement, tout le travail, ça a été d'élaborer et de mener ce processus qui a permis à la réalisation de ce bâtiment. Donc d'abord, ce projet, ça commence par une rencontre en 2014. Donc en 2014, avec Thomas, on bosse chez Guyard et Bregman, c'est-à-dire à la frontière genevoise, enfin à la frontière suisse, et côté français. Et là, vers Annemasse, Gaillard, Saint-Julien, Genevois. Et là, on rencontre une bande d'artistes, enfin c'est Thomas qui les rencontre, qui commence à traîner un peu avec eux. Et assez vite, il commence à parler à Thomas d'une idée qui est de construire un atelier, enfin de se construire un atelier d'artistes. Donc au début, Thomas, il est un peu dubitatif, il est un peu rêveur. Surtout que, bon, c'est des gens, ils ont pas 3 sous, ils n'ont pas de terrain, ils n'ont rien, quoi. Ils ont juste des idées, quoi. Mais il y a toute une phase comme ça où, malgré tout, et puis je les rencontre aussi, on sent que c'est des gens, ils arrivent un peu aussi à tout ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire, ils ont cette formation en commun avec nous, c'est la formation du projet, quoi. C'est-à-dire qu'un artiste, quand il fait une œuvre d'art, en fait, il fait un projet. Il se donne les moyens de faire son œuvre d'art, quoi. Donc, il y a un peu un jeu, un dialogue qui s'instaure, surtout au début entre Thomas et eux, qui consiste à imaginer qu'est-ce que ça pourrait être ce bâtiment et comment est-ce que on va pouvoir faire ce projet. Voilà. Il y a, bon, il y a des choses qui ressortent. Hein. C'est l'esprit d'équipe, de collectivité, l'esprit de concertation. Et tout d'un coup, des choses qui nous interrogent. Hein. Je veux dire, nous, on parle beaucoup de concertation, mais pour de vrai, c'est compliqué de faire de la concertation. C'est hyper. Et puis, on n'est pas vraiment des gens. Souvent, les architectes, finalement, on n'aime pas trop ça, quoi. Et, ou en tout cas, on la manipule beaucoup, la concertation. C'est-à-dire, on lui fait dire ce qu'on veut parfois. Le tout dans un budget absolument ridicule, puisque, très franchement, en 2014, ils avaient 0 €, quoi, ces gens. Hein. Mais bon, Thomas, il commence à se prendre au jeu comme ça. Et puis voilà, à tel point qu'à un moment donné, il nous entraîne, il m'entraîne moi, et puis à l'époque, une autre collègue là-dedans, en se disant que peut-être on pourrait se faire payer en part de l'association. Parce que du coup, ce qui est très important quand on se lance dans un projet comme ça, c'est d'avoir des statuts, un cadre juridique qui va permettre de pouvoir le réaliser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous adresser à un tel, quoi. Il faut que déjà le collectif, ce soit une association, avec une forme de gouvernance, quoi. Et, mais bon, malgré tout, au début, donc ça c'est en octobre 2014, Thomas leur explique qu'avant toute chose, même avant de trouver de l'argent, il faut qu'ils construisent un projet, un programme. Voilà. Donc Thomas les accompagne pas mal au début, avec des premiers principes, voilà, toute première idée d'organisation spatiale, quoi. Et donc, hop là, en un an, vous voyez, quasiment. On est en octobre 2014, et là, en août 2015, ils ont la première possibilité, enfin une proposition de terrain qui leur est faite, qui leur semble intéressante, donc à 5 km de Genève. Ça, c'est l'aéroport de Genève. Et là, il y a le Jura, et eux, c'est au pied du Jura, côté français. Donc un petit terrain qui est une sorte de friche, hein, qui appartenait à la SNCF, qui a été récupéré par la ville. Et le maire leur dit « Ouais, on pourrait faire un truc là-dessus, quoi. » Donc première découverte du terrain. En fait, là, pour le coup, le terrain, il est vraiment beau, quoi. Autant sur les autres projets, on était ébahis par des trucs qui étaient moches. Autant là c'est beau, quoi. Je veux dire, il y a le Jura qui est derrière.
Quand on va un peu au-dessus, on voit le Mont Blanc. Bon, bref. Voilà. Et sachant qu'en plus, il est au milieu d'une campagne qui est pour le coup est un peu compliquée, quoi. Entre le Pays de Gex et la Haute-Savoie, ça a quand même été beaucoup ravagé, quoi. D'ailleurs, on le voit, hein, ça reste quand même au milieu d'un tissu pavillonnaire. Bon. Mais le terrain en lui-même est très beau. Voilà. Et donc là, ça fait plus d'1 an. Et tout d'un coup, on commence à réfléchir avec Thomas et une autre collègue, Anne Clépal, sur la façon dont spatialement et concrètement ça pourrait s'organiser. Voilà. Avec tout de suite, on essaye d'identifier, si vous voulez, quelles vont être les grosses difficultés de ce truc. En se disant que ces difficultés, il faut qu'on les intègre dès le début du projet pour les anticiper tout simplement. Alors les difficultés, ça allait être quoi? Ça allait être l'argent, et ça allait être aussi le fait qu'ils tenaient beaucoup, et puis en fait nous aussi on y tenait beaucoup, à ce qu'ils construisent eux-mêmes leurs projets. Voilà. Eux ils y tenaient beaucoup parce que c'était un défi pour eux, mais en fait c'était également un défi pour nous que eux construisent leurs projets. Je veux dire, ça posait plein de questions. C'était voilà. Mais eux c'est des artistes, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas des gens du bâtiment, quoi. Tout d'un coup, et si vous voulez, pour nous, ça signifiait qu'il fallait absolument que ce soit très très simple à construire, quoi, que les méthodes constructives soient les plus basiques possibles, quoi. Et ça voulait aussi dire que ce bâtiment, ça se trouve, il devait pouvoir mettre 10 ans à se construire, quoi. Et que ça se trouve, il allait se construire un élément de programme, puis 2 ans après un autre, puis encore un autre, voilà. Et du coup, ce qu'on se dit, la technique, elle est très simple. On se dit, nous, il faut que le premier geste, ce soit la toiture, en fait. C'est-à-dire, on commence par construire une toiture, et ensuite, une fois qu'on est au sec, eh ben, on va construire des volumes un peu indépendants, et puis ces volumes, ils se construiront au fur et à mesure de leurs besoins, de leurs envies, de l'évolution du projet et tout. Du coup, on divise le programme comme ça en 5 volumes. Donc là, on est en novembre 2015. Et puis, c'est ce qu'on dessine, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a notre couverture ici, et puis les volumes en dessous. Voilà, voilà, avec dès le début, on évoque des grandes phases de chantier, quoi. Un terrain, 2 portiques, tout d'un coup une toiture, et puis après on aménage en dessous, on voit ce qu'on fait, quoi. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que même cette toiture, va falloir la réduire parce que vraiment, ils n'ont pas de sous. Et voilà, va falloir qu'on en garde le strict minimum. Et du coup, on essaye de faire le tri un peu avec eux dans leurs projets, dans leurs programmes. Et surtout, en faisant le tri avec eux, on se rend compte que leur programme, il est énorme. Et eux-mêmes se rendent compte aussi. Tout d'un coup, c'est même pas un sacrifice pour eux de retirer un volume. Donc on passe de 5 à 4 volumes, parce que finalement, c'est largement suffisant, quoi. Et puis petit à petit, donc vous voyez, là on est en janvier 2016, on commence à rentrer assez précisément dans la définition de ce qu'on veut être les espaces. Donc on se dit un portique en béton, parce que c'est ce qui nous semblait le plus simple à l'époque, des fermettes, et des briques. Les briques, si vous voulez, ça a été un long moment d'arriver à cette solution. Parce que eux, initialement, auraient voulu, leur première idée, auquel au début on n'était pas opposé, c'était qu'ils fassent tout en structure bois. Sauf qu'en en parlant entre nous, avec Thomas, on se dit, mais c'est un travail monstrueux quand on n'est pas charpentier. Voilà. Ça va être hyper dur. Et du coup, on leur propose autre chose, mais ils ont eu du mal à l'accepter au début. Et on est arrivé à cette brique parce que dans leurs exigences, il y avait le fait que tout devait être, tout du moins, géosourcé, on va dire, plus que biosourcé. Mais, et que cette brique, tout d'un coup, on avait appelé une briquerie qui est à Roanne,
Biobrick. Et voilà, ils avaient ce produit qu'on trouvait assez intéressant, qui était assez manipulable. Voilà. Bon, il y avait le béton, ça, on ne sait pas très bien d'où est-ce qu'il vient, mais en tout cas, il vient de Grenoble ou de pas très loin, quoi. Et la charpente, on avait identifié une fabrique de fermettes qui était dans le Jura, qui n'était pas très loin, voilà. Et donc les choses, elles avancent quand même assez précisément en janvier 2016. Nous, on travaille toujours chez Guyard et Bregman. Et en fait, on avance comme ça sans savoir où est-ce qu'on va aller avec Thomas. Et puis surtout qu'eux, ils ont toujours 0 € à cette époque. Hein, voilà. Et puis malgré tout, on a besoin, dans un bâtiment, il y a aussi des fluides. Il faut aussi penser à ça. Et donc on fait tout ça un peu comme on a appris en regardant sur les autres projets qu'on fait chez Guyard, voilà, dans nos autres expériences. On joue un peu au bureau fluide en mettant les grands principes sur des plans, voilà, malgré tout. Parce que, en fait, ils commencent à nous dire que pour récupérer de l'argent, il faut qu'ils fassent des dossiers et il faut qu'ils estiment le montant dont ils ont besoin. Du coup, en fait, malgré tout, on avance comme ça, un peu en sous-marin, sans savoir où est-ce que ça va nous emmener. Et à faire une estimation des choses qu'on n'avait jamais fait auparavant, quoi. Voilà. Et en fait, en septembre 2016, là, un peu avant, il se pose une grosse question avec Thomas, c'est que tout d'un coup, on leur a fait des estimations et tout. Et là, il commence à ramener de l'argent, quoi, en fait, tout simplement. C'est-à-dire à aller voir le conseil général, le conseil régional, à aller voir plein de fondations à Genève, tout ça. Et il commence à avoir des promesses de dons, quoi. Tout simplement, on va vous donner 100 000 €, on va vous donner... Voilà. Et notamment, très intéressant, des dons qui étaient ciblés pour les études. Voilà. Donc là, avec Thomas, c'est là qu'on se dit, faire le truc en parallèle de Guyard, ça va commencer à être compliqué, quoi. Donc en fait, on s'en va. on quitte Guyard et puis voilà. Et on crée l'atelier ACTM. Donc ACTM, c'est nos initiales. Hein. On ne savait pas comment on s'appelait. Donc on a fait simple. Voilà. Et puis du coup, en septembre 2016, voilà, officiellement, on a créé l'atelier ACTM. Et on commence à bosser officiellement avec un contrat. On va à la commune, on présente le projet. On présente le projet aux habitants. Et là, en fait, ce projet, pour nous, c'est une succession de chances. Hein. Chance d'avoir rencontré un maître d'ouvrage comme ça. Et puis, deuxième chance, c'est qu'au début, les riverains, ils étaient pas pour ce projet, quoi. Ils étaient même assez contre. Mais ce qui s'est passé, c'est que sur cette partie du terrain, il y a eu une autre... Il y a une entreprise qui a eu un autre projet qui était de construire un circuit de cartes. Donc, septembre 2016, on apprend ça et on fait oh. Et du coup, c'est marrant parce que le projet de circuit de cartes a cristallisé toutes les oppositions et nous, tout d'un coup, on était les héros, quoi. Du coup, voilà, aucun problème. En 2017, on finalise le permis de construire. Un an après, quasiment, le permis de construire est validé. Qu'est-ce qui a posé question? C'est le fait que c'était un ERP de 5e catégorie qui était réalisé en autoconstruction. Alors là, tout d'un coup, ça faisait peur à tout le monde, quoi. Mais bon, après quasiment un an, pas mal de rendez-vous, des allers-retours, plein de choses, on obtient le permis de construire. En parallèle, toujours en parallèle, les artistes, ils vont chercher des sous. Voilà. Et nous, ça nous permet de boucler finalement, quasiment dans le même moment, un DCE. Et voilà, et vous allez me dire DCE, dossier de consultation des entreprises, en autoconstruction, ça sert à quoi? Voilà. C'est qu'effectivement, il s'était posé la question de l'autoconstruction. Parce que tout d'un coup, nous, on va voir la MAF, tout ça, qu'est-ce qui se passe, l'autoconstruction. Bon, en gros, c'est impossible, l'autoconstruction, si vous voulez être assuré et bien bordé comme il faut, ça ne marche pas, quoi. Mais nous, tout d'un coup,
on réfléchit à une solution qui consiste à dire, sur les principaux ouvrages, les ouvrages de maçonnerie, sur la charpente, sur la couverture, sur l'électricité et la plomberie, il pourrait y avoir un truc, c'est qu'on va aller voir des entreprises qu'on connaît, on va leur demander de chiffrer, sauf qu'on va leur demander de chiffrer en intégrant de la main-d'œuvre qui vient de chez vous. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le maçon, il a dit, ben moi, ok, je vous suis, je vous mets 2 chefs, je vous mets tout mon matériel et je vous suis. Et par contre, moi, je fais des chantiers en montagne. Donc l'été, j'ai énormément de boulot. L'hiver, j'ai rien à faire. Donc là, on est en plaine, ce sera l'hiver. Voilà. Et je vous file tout mon matériel, quoi. Et mon matériel, vous le gardez sur site et tout. Donc voilà, il y a cette économie de montagne que tout d'un coup, on maîtrise un peu, où quand on est en plaine dans un milieu en montagne, il faut mieux construire l'hiver, ça arrange tout le monde. Voilà. Donc on arrive à faire des plannings comme ça, le maçon, il vient, et puis il va juste mettre 2 chefs et puis son matériel à disposition. Voilà. Du coup, voilà, on commence à piqueter. Et puis, en fait, c'est drôle parce que c'est un chantier, la forme du bâtiment elle était tellement spécifique que dès le début, il s'est dessiné assez vite, ce bâtiment. Donc là, on voit Maxime, hein, qui était un des membres de l'association, voilà, qui, lui, il a passé tous ses permis d'engin, tractopelle, Manitou, tout ça, quoi. Et vraiment, si vous voulez, eux, quand ils se donnent un projet, ils y vont à fond, quoi. Ils passent les permis, ils se forment et tout. Et un des chefs maçons qui était là. Et du coup, il commence à couler comme ça. Et à un moment donné, ces portiques, ils prennent forme, quoi. Donc là, on voit les monts du Jura derrière. Et voilà. Les fermettes qui arrivent. Hop, et ça reste en hiver, hein. Du coup, l'autoconstruction, c'est tous les jours, quoi. Parce que quand vous avez une entreprise qui vous avait mis un chef à disposition, voilà, du coup, les membres de l'association, quels qu'ils soient, ils s'y mettent tous, quoi, avec franchement beaucoup, beaucoup de courage, quoi. Et petit à petit, voilà, les fermettes, elles s'assemblent 4 par 4. C'est des bois d'allumettes, hein, les fermettes, c'est hyper léger. Et puis, hop, on les monte comme ça sur les 2 portiques, quoi. Et il se passe des choses assez magiques. Alors, il faut savoir, c'est un chantier, c'est super parce que parmi les membres de l'association, les artistes, il y avait un photographe qui était là tous les jours. Donc, on a tous les jours des photos magnifiques, donc faites par Guillaume Robert, de ce chantier, quoi. Et voilà, la couverture se monte. Les briques commencent à être découpées. Donc, tout d'un coup, il y a la scie du maçon. Il y a 2-3 maçons là, qui aident à poser les briques. Et puis, le bâtiment, il prend forme. Voilà. Alors, il faut savoir un truc aussi, c'est qu'avec l'autoconstruction, il y a, je sais pas comment dire, c'est pas vraiment la chance du débutant, mais le débutant, il suit toutes les règles au pied de la lettre, quoi. Parce qu'il ne sait pas celles auxquelles il peut un peu déroger, quoi. Ce qui fait que les briques, elles sont hyper, hyper bien montées, quoi. Bon, par contre, ils ont pris du temps pour poser les briques, quoi. Je veux dire, voilà. Mais c'est nickel, quoi. Voilà. Donc on les voit tous, là, tous les membres de l'association qui viennent tout d'un coup faire la couche de réglage avant de couler les dalles. Voilà, dalles. Poser les menuiseries. Donc les menuiseries, elles ont été... c'est eux qui les ont achetées, ils les ont posées eux-mêmes, et se sont fait livrer, poser eux-mêmes. Voilà, là, ça c'est une petite astuce du maître d'ouvrage, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage, pour financer son bâtiment, il avait vu qu'il y avait une fondation suisse qui pouvait financer une partie des œuvres d'art. Donc voilà, qui finançait des bouts d'œuvres d'art. Et du coup, ils se sont dit que tout d'un coup, s'ils arrivaient à intégrer des œuvres d'art qui, en plus, allaient leur servir dans le bâtiment, ils allaient pouvoir se faire payer des bouts de bâtiment comme ça. C'est vrai que quand ils nous ont dit ça, nous, architectes, qui étant censés avoir la maîtrise complète du bâtiment, là, on dit bah non. Et puis tout d'un coup, ils arrivent à se faire payer leurs volets parce que leurs volets, ils sont dessinés. Bon, par ailleurs, ils sont très bien dessinés.
Mais tout d'un coup, c'est une artiste qui les a dessinés. Il y a un petit jeu de couleurs, il y a un jeu de dessin qui est très bien. Et nous, en fait, on dit oui. Voilà. C'est la même chose. Donc, en fait, si vous voulez, par rapport, si vous voulez, si je vous remonte cette image, par rapport à cette image et par rapport aux premières images qu'on avait faites, nous, on s'était imaginé que les fermettes, elles allaient pouvoir rester comme ça. En fait, c'est pas possible parce que vos fermettes, donc c'est vraiment un bois qui est très fin. Ça va vraiment très mal vieillir si c'est exposé aux UV et si c'est exposé à la pluie. Du coup, vous ne pouvez pas avoir les pignons des fermettes comme ça. Et donc, à un moment donné, il fallait trouver quelque chose pour les recouvrir. Et donc, eux, il y a un artiste, Grégory Chapuisat, là, qui leur a fait des espèces de ventelles avec des miroirs recouverts d'inox polymiroir, des tasseaux recouverts d'inox polymiroir qui reflètent plus ou moins les alentours. Voilà. Et tout ça pour dire, fin 2021, non, début 2021, il y a la fin du chantier qu'on appelle chantier commun. Parce que nous, du coup, dans ce principe d'autoconstruction et de, quelque part, pour un peu limiter notre mission, on leur a dit qu'on assurait le suivi et la DET du clos couvert. C'est-à-dire qu'on a assuré le suivi et la DET de tout ce qui était maçonnerie, charpente, couverture, le montage des agglos, la pose des menuiseries, les dalles et, disons, tous les éléments de plomberie, électricité, CVC, jusqu'à l'intérieur des ateliers, c'est-à-dire que dans chaque atelier, ils ont un petit coffret. Et à partir de là, c'est eux-mêmes, du coup, là, en autoconstruction complète, qui se sont aménagés à l'intérieur de leurs ateliers et qui ont disposé un peu comme ils l'entendaient leurs ateliers. Finalement, c'était assez important aussi qu'à un moment donné, face à ce maître d'ouvrage qui était quand même hyper moteur et hyper volontaire, qu'on lui laisse un espace finalement complet de liberté dans son propre bâtiment, quoi. Et puis tout d'un coup, il y a des choses qu'on découvre, quoi. Il y a des lumières qu'on n'avait pas imaginées, mais qui sont incroyables, du fait des fermettes qui sont tous les 60 cm. Voilà, des espaces, tout d'un coup, ces espaces extérieurs, sous les avancées de toiture, qui permettent vraiment d'avoir un usage, quoi. Et voilà, là, c'est moi qui fais le ménage, quand même. pour dire que notre mission, elle est assez loin, hein, voilà. Et bref, vous voyez, il y a ces volets là, on retrouve ces volets de part et d'autre qui sont une œuvre d'un artiste. Ce lieu central qui sert un peu de tout aujourd'hui. Et voilà l'entrée. Et voilà, à un moment donné, ça prend vie, on prend le petit déjeuner, on mange là, bon bref. Tout se dessine. Et puis, si vous voulez, avec très peu de moyens, malgré tout, avec une belle menuiserie, avec juste un intérieur qui est bien fait, avec une chape au sol quartzée, tout simplement, ça fonctionne, quoi. Il n'y a rien besoin de plus, quoi. Et donc ça, c'est le gros de l'équipe de maîtrise d'ouvrage, celle qu'on voyait au début. Donc en fait, si j'ai mis cette photo, c'est aussi parce que nous, une des chances qu'on a eues, ça a été de rencontrer un maître d'ouvrage comme ça, quoi. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage, il a été tellement moteur dans le projet, mais dans le même sens que nous. Et ça, c'est important parce que je ne sais pas si on en rencontre souvent, quoi. C'est-à-dire que presque parfois, on a dû le freiner. Même parfois, on a dû le freiner, vous voyez. Sur la structure bois, on a dû calmer un peu les ambitions du maître d'ouvrage, quoi. Et c'est une équipe qui a varié. Tout d'un coup, c'est une histoire humaine. Et fondamentalement, on lui doit beaucoup, nous, à ce maître d'ouvrage aujourd'hui. Voilà. Un peu la conclusion de ce projet, c'est que finalement, un bon projet, il se fait souvent avec un bon maître d'ouvrage, en tout cas. En tout cas, c'est essentiel. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse beaucoup, globalement, dans les projets, et ce que ce projet illustre très bien, c'est que, fondamentalement, quand on dessine un projet, on dessine un bâtiment, mais il y a tout ce chemin qu'on fait ensemble avec un maître d'ouvrage, toutes ces capacités, ces savoir-faire qu'on convoque de par les entreprises et toutes les relations humaines que ça crée,
qui produisent beaucoup de choses. Quand ces relations humaines, elles sont intenses et elles sont fortes, bah d'abord, on vit des moments exceptionnels et ça aboutit à des ouvrages qui, à notre sens, sont réussis. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est vraiment ce qu'il y a de très fort dans ce projet, quoi. Et ce qui, à mon avis, aboutit, ce qui fait que l'espace créé, il est aussi fort que ça également. Mais si j'ai voulu vous parler des 3 autres projets aussi, c'est que la vie d'architecte, c'est quand même plus les 3 projets que je vous ai montrés auparavant. Et en fait, si vous voulez, nous, quand on a monté le bureau en 2017, ces 3 projets qui peuvent paraître anecdotiques, ils ne le sont pas du tout. Et du coup, le thème de la semaine de HMO, il me semble, c'est un peu l'entrepreneuriat. C'est plus ou moins ça, même, j'en suis sûr même. Et fondamentalement, l'entrepreneuriat, moi, ce que je réalise, c'est que quand on était ébahi et émerveillé devant la vieille ferme, devant la salle polyvalente tout décrépie ou l'atelier de menuiserie tout pourri, c'est aussi parce qu'on avait une envie de faire. Et en fait, tous ces petits projets, ils nous ont permis fondamentalement de progresser, c'est-à-dire de ne pas sauter les étapes. Ouais. Tout en parallèle, on avait ce projet qui nous donnait franchement envie aussi, quoi. Du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Tous ces petits projets, ben, on continue à en faire quelques-uns, des petits projets de réhabilitation, extension. Donc là, on a un travail à côté d'Annecy pour le sous des écoles, ou bien on a toujours un centre d'entretien routier par-ci, par-là qu'on fait. Voilà. Il y a nos projets pour les pompiers. Vous voyez, à un moment donné, quand on a fait la caserne des Échelles, qui était un tout petit projet, bon, qui s'est bien passé, où il y a eu ces relations humaines qui étaient justes, ben malgré tout, à l'appel d'offres suivant, ça vous aide. Voilà. Du coup, maintenant, on est en train de refaire leur site de l'état-major. On a gagné avec l'agence Fabrique de Lyon, mais qui est très présente ici, hein, le centre de secours de Saint-Julien-Genevois. Voilà. On a gagné récemment une construction Maison France Travail à Crolles, qui sera tout en bois et isolation paille. Tout d'un coup, tous ces projets aujourd'hui, on y arrive parce que ces expériences multipliées sur des petits projets, sur des petites difficultés, ces aventures humaines à chaque fois menées jusqu'au bout, elles nous ont permis d'acquérir une forme de maturité, ou en tout cas, on est dans une forme de progression, quoi, qui ne s'arrête pas, quoi. Elles nous permettent de participer à tout un tas de concours aussi, qu'on perd souvent, mais pas tous, t'inquiète pas. Et voilà, et on en revient à la question du début. Parce que, en fait, la question du début, je vous ai expliqué comment faire bien ce que le temps fait mal, elle m'est survenue quand j'étais à Venise et quand je découvrais un peu le travail de Carlos Carpa avec l'eau. On en a parlé un peu la dernière fois quand vous étiez à Grenoble, je crois. Voilà, je vous en ai un peu parlé. Mais fondamentalement, la vraie question, c'est pas comment faire bien ce que le temps fait mal, parce que, en fait, souvent, le temps, il fait pas trop mal les choses. Surtout quand on les fait d'une façon assez naturelle. Et cette photo, je l'aime bien, parce que cette photo, c'est un petit bâtiment qui se trouve tout au sud de l'Algérie, dans le Hogar, et c'est très facile, on peut le dater, il a à peu près 120 ans, quelque chose comme ça. Et il y a un ermite qui est venu habiter là, qui a construit son truc. Et en fait, le mec, il s'est pas trop embêté, quoi. Il a juste pris les pierres tout autour, il les a posées les unes sur les autres, ce qui fait que d'abord, le bâtiment, vous vous éloignez à 100 mètres. Je veux dire, vous êtes dans un coin où il n'y a pas un bâtiment à des kilomètres. Voilà. Il y en a un sur des kilomètres carrés de désert, il y en a un, mais il est invisible. Voilà. Vous ne le voyez plus, il est fondu dans le paysage. Et puis surtout, il n'a absolument pas bougé en plus de 100 ans, quoi. Et du coup, au fur et à mesure de ces années, la vraie question que je me pose, elle n'est pas de comment faire bien ce que le temps fait mal. Finalement, ce n'est pas très intéressant de savoir comment est-ce qu'on fait ce que le temps fait mal. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre comment faire bien ce que le temps fait bien. Comment préserver finalement
les qualités des matériaux, les qualités intrinsèques des sites, comment se positionner par rapport au vent, par rapport à l'eau, par rapport à tous ces éléments naturels, et comment ne conserver que ça. Et voilà, c'est la fin, je crois. Merci. Enfin, c'est la fin. J'écoute vos questions. Merci beaucoup, Adrien. Alors moi, j'ai plein de questions, mais en fait, demain, on a une journée complète assurance avec la Mutuelle des architectes français. Et je me posais beaucoup de questions sur les projets, le dernier projet que tu as. Parce que je suis confronté un peu à ces mêmes problématiques là, sur un petit projet à Balbini là, qu'on va développer. Exactement les mêmes sujets, la part d'autoconstruction, etc. Et on ne sait pas trop comment faire. Et je pensais cuisiner un peu la MAF dessus. Mais on ne va pas rentrer dans du technico-juridico-réglementaire, j'en sais rien. Ça ne me semble pas forcément... J'ai pas forcément les réponses, en fait. J'ai pas cherché à les avoir. Est-ce que vous avez des questions? Je suis là qui en ont préparé, je ferai tourner le micro. Merci beaucoup, Adrien, pour cette présentation, parce que c'est vraiment super intéressant de voir les premiers projets des agences et on voit toute l'évolution du travail, tant dans la qualité architecturale que dans les documents qui évoluent. C'est super intéressant en tout cas. Et quand on s'était eu au téléphone, on avait parlé de la stratégie d'agence qui visait à chercher des éléments un peu tout pourris dont les architectes auxquels les architectes ne prenaient pas vraiment ne prêtaient pas beaucoup d'attention. Et je trouve que vous relevez à chaque fois le défi de façon absolument géniale. Donc ça, c'est super. Et je voulais savoir si dans le futur, parce qu'on voit que vous avez continué un petit peu dans cette même démarche, je voulais savoir, même dans le futur, là, dans les 5-10 ans qui arrivent, est-ce que c'est toujours la même stratégie d'aller sur ces terrains-là qui n'intéressent pas vraiment les architectes au premier abord, et du coup d'avoir forcément une concurrence qui est moindre? Voilà. Oui. Non, oui et non. Enfin, non, d'abord, on a toujours cette appétence à aller sur des sujets un peu foireux. Voilà. Mais pas que. Voilà, c'est pour ça que je dis oui et non. Non, d'abord, nous, je veux dire, on est à Grenoble. Je veux dire, si on trace un cercle de 30-40 cm, de 30-40 km, excusez-moi, autour de Grenoble, si vous voulez, si vous allez à Échirolles, si vous allez, enfin bref, en Chartreuse, entre Grenoble et Chambéry, entre Grenoble et Lyon, quoi. Il y a tout un territoire. Il y a Yves Lyon, mon dernier prof que j'ai eu, il disait aucun territoire n'est désespéré. Et en fait, moi, je pense que ces territoires, effectivement, ils ne sont pas désespérés, d'abord. Et puis, ils sont remplis de bâtiments auxquels les gens prêtent peu d'attention. Aujourd'hui, ces bâtiments, il faut les refaire. C'est une évidence, quoi. Et parce qu'on ne va pas les casser pour refaire les mêmes. Ça se trouve, en plus, si on refaisait les mêmes, ils seraient moins bien faits. Ou en tout cas, avec des normes de bâtiments neufs, bref, ce serait plus compliqué. Donc c'est une évidence pour nous que ce patrimoine, il faut le refaire. Et de ce fait, si ce n'est pas les architectes grenoblois qui vont refaire les bâtiments, disons, entre Bourgoin, Pontcharrat et Chirolles, je veux dire, autour de Grenoble, qui les fera? Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, comment dirais-je, c'est comme si c'est un peu grossier ce que je veux dire, mais on ne crache pas dans une main qui vous a nourri, entre guillemets. C'est-à-dire que ces petits bâtiments, au début, on était bien content de les faire, quoi. Il y a un truc que je voulais vous dire, je ne vous ai pas raconté. C'est comment est-ce qu'on a gagné la caserne de pompiers des Échelles et le gymnase, quoi. La caserne de pompiers des Échelles, c'est facile, quoi. On a répondu,
on n'était pas cher, hein, parce qu'à l'époque, on sortait tout juste de chez Guyard et Bregman, qui, je pense, était sur le secteur un des architectes les plus chers, quoi, une des agences les plus chères. Nous, on avait ce prix-là, on n'était pas cher. En fait, on a gagné parce qu'on était 2 à répondre, dont un architecte de Chambéry qui, en gros, était blacklisté par les pompiers. Donc, vous êtes 2, il y en a un qui est blacklisté, ben, vous pouvez avoir 0 référence, tout ce que vous voulez, et en plus, on était motivés. Donc les pompiers, ils ont dit, ben, c'est bon, quoi. Voilà. Le gymnase, je ne sais plus, c'est la même chose, il y avait une visite, on était 7, ils en prenaient 4, je crois, au premier tour. Donc sur 7, déjà, vous avez une chance sur 2, quoi. Donc voilà, la Buisse, on devait être une dizaine, ils en prenaient 3 au second tour. Bon, vous voyez. Donc à un moment donné, c'est vrai que maintenant, on a un peu de travail sur des bâtiments sur du neuf, sur des bâtiments qui peuvent paraître plus excitants à premier abord. Mais en fait, c'est différent. C'est pas moins passionnant. Et si vous voulez, là, le centre d'entretien routier de Domaine, je veux dire, c'est une réhabilitation d'un centre d'entretien routier qui est existant. Il y a 1 million d'euros de travaux, réhabilitation, extension. Ben en fait, j'aurais pu vous montrer le projet, mais le projet il va être bien, hein. Pourtant, le bâtiment aujourd'hui, il est affreux, hein. Je veux dire, c'est un tas de tôle, hein. Mais voilà, tout d'un coup, on a réfléchi à des matières, on va expérimenter un béton. Bon, le maître d'ouvrage n'est pas encore tout à fait au courant, parce que le département, quand on leur parle d'expérience, ils trouvent ça bizarre. Mais il y a matière à s'amuser, quoi. Voilà. C'est très motivant. Et puis voilà, c'est à Domaine. Domaine, c'est genre 20 minutes de vélo de chez nous, quoi. Ça, c'est 1h30 de voiture, quoi. Vous voyez? Bref, c'est pas inintéressant. En tout cas, ouais, on a envie de continuer à faire les deux. Mais sinon, c'est vrai que tu parlais au début de ta question de comment est-ce qu'on aborde la question normative. Et par contre, nous, elle ne nous restreint pas. Enfin, disons que parfois, la contourner, c'est un moteur d'expression, on va dire, quoi. Et enfin, on aime pas mal ça, quoi. Enfin, en tout cas, se confronter à cette question, un peu filouter les bureaux de contrôle en respectant ce qu'ils disent, mais bon, voilà, ça fait partie du côté amusant. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Non, merci, Ouais. c'est super clair. Merci pour votre présentation. J'avais une question par rapport à ce qu'on peut voir par exemple sur votre site internet ou autre. Il n'est pas du tout à jour. Et qui n'est pas à jour. On sent aussi dans vos projets un côté très expérimental. Et donc sur votre site, on voit un onglet expérimentation et des écrits. Du coup, j'ai 2 questions par rapport à ça. La première, c'est dans quel cadre ces projets se forment, et deuxièmement, comment vous vous enrichissez sur les projets d'architecture et sur les projets, les écrits que vous faites sur l'architecture. Et par exemple, j'ai vu le projet d'une table ou d'une chaise, ce genre de choses. Alors, c'est un peu... c'est comme si on parlait d'un environnement de travail, en quelque sorte. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à conserver, quoi. Parce qu'au début, quand on est 2, quand on est un peu aidé, déjà quand on est 2, on est très rapide, quoi. Quand on travaille, voilà. Et du coup, ça nous permet de dégager du temps pour faire ces choses-là. Et parfois, ça n'a pas de rapport direct avec les projets. Parfois, ça en a un. Voilà. Par exemple, quand on fait des tests de béton, quand on fait des tests de bardage, vous voyez, là, je n'ai pas montré, mais pour ce projet-là, on a acheté plein de produits différents pour tester. Voilà. Ben, pour le centre d'entretien de Domaine, on a acheté des briques, on les a peintes,
on a essayé plein de trucs différents pour voir ce que ça fait. Et puis on va faire un autre test de béton avec de la brique concassée dedans. Bref. Donc il y a toute une part d'expérimentation qui est motivée par des projets qu'on fait, voilà, et où finalement ça prend pas beaucoup de temps, quoi. Ça prend une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là, ce qui en fait est beaucoup, hein. Mais malgré tout, on arrive encore à la dégager. Après, c'est vrai qu'à Grenoble, on a des stagiaires. Nous, c'est un boulot qu'on partage avec les stagiaires aussi, ces petites expérimentations, parce qu'on pense que c'est intéressant pour eux et pour nous. Et ça nous permet de le mener. Là, bref, il y a toute une part d'expérimentation comme ça qui est liée au projet, voilà, qui est fait dans le cadre de chaque projet. Mais c'est vrai, non, mais c'est compliqué parce que, par exemple, là, on est un peu à l'étroit dans nos locaux, mais aujourd'hui, nos locaux nous le permettent de faire ça. C'est-à-dire qu'on a une cour, voilà, où on peut faire ce genre de truc. Et on voudrait changer, mais on voudrait garder notre cours. Voilà. Vous voyez, ça pose des questions très concrètes comme ça, cette part du boulot, qui ne fait pas vraiment partie de notre cœur de métier, en tout cas à 100%. Mais malgré tout, on y tient. Et il y a une autre part de boulot. Parfois, c'était, par exemple, on a participé à des programmes avec le PUCA. Donc, peut-être c'est ce que tu as vu sur la Martinique, là. Et puis voilà, le mobilier, bah, c'est vrai qu'on a fait une partie du mobilier de nos bureaux. Et Thomas, lui, il aime beaucoup ça. C'est surtout Thomas, d'ailleurs, qui développe le mobilier. Et en fait, ça fait partie des envies. Mais nous, on fonctionne beaucoup par envie aussi. Mais de façon assumée, quoi. Parce que, par exemple, quand on travaillait chez Guyard, il avait toujours des envies pas possibles et un raisonnement pas possible pour le justifier. Alors que fondamentalement, à un moment donné, il y a une envie, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient, elle vient quand même du site, elle vient de la visite, de la façon dont on a perçu les choses. Mais voilà, ça fait partie des envies d'environnement de travail qu'on a, où effectivement on fait un peu de mobilier, mais on le fait pour nous, hein, je veux dire, voilà. Et puis on fait tous ces tests. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est vrai que ça nous interroge. On a encore la chance de pouvoir le faire. Et l'autre jour, on parlait au téléphone de comment est-ce que l'agence, elle évolue avec le temps. Et voilà, ça fait partie des choses qu'on aimerait garder. On ne sait pas comment on le fera, on ne sait pas comment ça se passera. On verra. Voilà. Bonsoir, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question par rapport au savoir-faire. Quand vous dites on essaye de convoquer au maximum les savoir-faire et le maçon fait un vrai taf de maçon. Est-ce que le maçon est content d'avoir à faire un vrai taf de maçon? Est-ce que c'est facile de lui demander de couler un escalier en spirale comme ça, un détail compliqué qui va convoquer plus de savoir-faire qu'il a ou peut-être même qu'il n'a pas? Bah, si c'est un maçon, c'est facile. Voilà. Si c'est un vrai maçon. Non, c'est vrai que souvent c'est facile, en fait. Souvent ça les intéresse. Je veux dire, mais il y a la même chose en menuiserie, quoi. Il y a beaucoup de menuisiers, ils apprennent un tas de choses quand ils font leur BTS, et puis après, ils deviennent poseurs de fenêtres, quoi. Mais tout d'un coup, quand vous vous intéressez à son métier, quand vous lui dites qu'on va faire un peu autre chose, mais même les chefs d'entreprise, quoi. Nous, quand je parle de menuisier, parce que sur le gymnase, il y avait ces grands pans de murs en bois, ça paraît pas si compliqué, mais tout d'un coup, le patron de la boîte de menuiserie, il était très intéressé par faire un mur d'une telle hauteur. Il se posait la question, quels outils je vais faire, quels outils je vais utiliser, comment ça va se passer, comment ça va jouer, le bois, comment ça va réagir, tout ça. Le maçon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les maçons, ils ont tendance à arriver et à vous dire j'ai une petite variante en prémur, je traduis, comment faire de la maçonnerie sans couler vraiment de béton, sans manipuler de banches, tout ça.
Et du coup, finalement, il faut toujours faut discuter. Il faut lui dire, bah, là, il y a tout un tas de murs qu'on ne verra pas, qui vont être isolés, qui vont être, voilà. Ceux-là, tu fais ce que tu veux. Par contre, là, on va bosser ensemble le truc et tu vas nous faire un béton que tu vas couler ici parce qu'il se verra. Parce que tout d'un coup, j'ai pas envie d'avoir des joints, des bandes un peu bizarres qu'on a sur les prémurs. Parce que, et puis si c'est loupé, si ça va déborder, ben, c'est l'histoire. Hein, mais il y a beaucoup de diapos, mais si je pourrais remonter, ou on va essayer de faire comme ça. Je vais vous montrer, mais parce qu'à un moment donné, il faut. Vous voyez, hop, là, c'était. Hop, je reviens un tout petit peu. Encore. Vous voyez, voilà. Ah ouais. En fait, je pensais qu'on verrait plus. Mais si vous voulez, ce mur en béton, il avait quelques ratés. Là, il y avait la banche qui avait débordé, tout ça. Bon, le maçon, il a rattrapé comme il pouvait. Il a frotté. Il m'a dit, ouais, tu vois, Adrien, je t'avais dit que là, parce que malgré tout, c'est pas, je veux dire, c'est pas extraordinaire comme bâtiment. Mais là, il y a 12 mètres de haut. Donc, il se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va couler ce mur et comment est-ce que vont réagir les banches à une telle hauteur. Parce que forcément, la pression du béton, bref, je vous passe tous les détails, mais c'est pas si simple. Donc ça n'a pas tout à fait marché comme il voulait, le maçon. Et en fait, je veux dire, c'est pas si grave, quoi. Peut-être que... Ah non, je suis encore là-dessus. Peut-être qu'on le voit mieux, là. Vous voyez, il y avait des loupés un peu, des reprises de banches, les bétons qui n'ont pas tout à fait les mêmes couleurs. Bon, ben après, c'est à nous d'assumer ça. Mais en fait, ça fait partie... Voilà, là, peut-être, vous voyez, on voit. Ici, le béton, il n'est pas parfait. Bon. À la fin, on ne le voit plus. Hein. Au début, on se pose beaucoup la question de... Est-ce que... Au début, on voit que ça, quoi. Le maçon aussi. Le maçon, il a peur pendant tout... Il a peur qu'on lui demande de tout casser, de recommencer, quoi. Voilà. À la fin, c'est à nous d'assumer ces imperfections. Mais c'est pas très grave. Et sur l'idée de convoquer tous les savoir-faire, en fait, il y a une façon de faire qui consiste à assembler des produits standards. Voilà. On pourrait faire ça. C'est-à-dire, on pourrait décider qu'un bâtiment, c'est tel panneau de Fundermax, c'est telle menuiserie PVC, c'est tel sol, c'est tel truc, et voilà. Et tout d'un coup, c'est des poseurs qui viennent poser. Et nous, on est une forme d'assembleur, quoi. Voilà. Et il y a une autre façon de faire qui consiste à convoquer un maçon, à convoquer un menuisier, à convoquer... Je veux dire, quand on convoque un menuisier, on parle d'un arbre qui a été coupé pas très loin, voilà, qui a été raboté, qui est passé à la gruminette, toutes des étapes, tout un temps. Et en fait, si on ne fait pas ça, si vous voulez, je dirais presque que mon discours sur le patrimoine des petites villes de campagne, il perd presque tout son sens aussi. Parce que si on ne fait pas ça, mais toutes ces petites industries, tout ce petit milieu artisanal qu'on va retrouver dans ces villes périphériques, ben, qu'est-ce qui va devenir, quoi? Donc, en tout cas, nous, c'est un plaisir d'abord. C'est un apprentissage. Chaque projet, on apprend des choses un peu différentes. Vous voyez, nous on ne savait pas poser du zinc, on ne savait même pas comment ça se passait avant. Et jusqu'au jour où on a vu le mec qui arrive avec sa bobine, quoi, ça nous a fait rire. C'est drôle, une toiture qui se déroule quand même. Nous, ça nous fait rire. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui fait qu'on aime faire notre métier de la façon dont on le fait aujourd'hui. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci. Merci Adrien, merci beaucoup. Ce que je trouve vraiment intéressant dans le cadre entre autres de la formation HMO, c'est de nous montrer un peu comment tu as démarré. Alors il y a du borderline, on voit, mais bon, j'imagine que tout tient. Mais c'est surtout
il y a une forme à la fois de modestie, mais de grande ambition, joyeuse et ludique, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti hein, dans tout ce que tu racontes et la façon dont tu le racontes. Et oui, on peut pratiquer aussi. Voilà, ce métier est magique pour ça, quoi. Voilà. On peut vivre, nous aussi, hein, des expériences de ce type-là, où on ne sait pas toujours où on va, on sait pas mais il y a l'envie qui est là. Il y a l'envie de jouer, mais au sens quasi musical, quoi, du terme. Hein. Mais bon, jouer en tant qu'architecte, quoi. Donc, soyez joueurs. Ok, merci.